Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Parc, donc la chronique mensuelle parlant du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Et donc avec moi sur le plateau, donc nous avons Renaud Dumas qui fait partie du conseil de développement. Bonjour Renaud. Bonsoir Manon. Et puis nous avons aussi Laetitia Masclet qui est chargée de mission signalétique et patrimoine. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Manon. Et enfin nous avons aussi Renaud Doxy, donc qui est murailler intervenant. Donc bonsoir Renaud. Bonsoir Manon. Nous reviendrons avec vous un peu plus tard dans l'émission. Et donc nous allons tout de suite commencer par Laetitia, par tes missions finalement. Donc qu'est-ce que tu fais au sein du parc ? Alors je suis chargée de mission signalétique et patrimoine au sein du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Donc en fait, j'accompagne les 45 communes du territoire dans leurs projets de valorisation des patrimoines et dans leurs projets globaux de signalétique, donc signalétique touristique, commerciale et patrimoniale des communes. Et donc, parmi celles-ci, j'ai une mission particulière sur la valorisation des patrimoines, c'est sur les chantiers pierres sèches et la valorisation des restanques, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors juste avant qu'on reprenne cette action, donc l'action Restaurons nos restanques, donc le chantier pierres sèches, je vais juste me tourner vers Renaud Dumas pour qu'il nous explique un petit peu ce que c'est que le parc naturel régional. C'est vrai que on fait ça à chaque début d'émission, donc si tu pouvais nous le rappeler Renaud, ce serait parfait. Oui, le parc naturel régional, c'est 45 communes. 4 intercommunalités, le Pays de Grasse, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, communauté de communes Alpes d'Azur et la métropole de Nice, avec le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se sont unis dans un projet pour ce territoire. Qui se situe dans le haut pays grassois et la vallée de l'Estéron, et qui a pour ambition à 12 ans, donc c'est-à-dire jusqu'en 2024, de dynamiser l'économie du territoire tout en préservant les patrimoines, dont les patrimoines bien sûr bâtis, les patrimoines naturels, les patrimoines paysagers, le patrimoine linguistique et culturel plus généralement. Donc c'est un territoire qui a plus de 2/3 de la faune, de la flore donc des espèces végétales françaises métropolitaines. Il y en a 40 d'entre elles qui sont spécifiques à ce territoire-là. Beaucoup de grottes, beaucoup d'avennes, beaucoup de cavités, des activités agricoles essentiellement agro-pastorales, mais avec aussi pas mal de maraîchage, des oliveraies, de l'apiculture, voilà, et j'en passe. De nombreux villages perchés qui font son caractère bâti. Mmh. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, tout dit non, mais en tout cas pour faire bref pour nos auditeurs, voilà, je pense que on a une richesse à proximité que tout le monde saura s'approprier. Et alors c'est vrai que tu fais aussi partie du conseil de développement du parc. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que c'est que cette structure ? Oui, donc moi je suis chargé de mission pour le conseil de développement, qui est une association loi 1901 qui fédère et regroupe des habitants volontaires, des associations volontaires qui ont envie d'œuvrer pour ce beau projet qui a été conclu avec l'ensemble des communes et des collectivités. Et donc il y a tout un groupe d'habitants qui souhaitent accompagner le projet de territoire. Et donc moi je suis à leur disposition pour les y aider. Très bien, merci beaucoup Renaud, c'est parfait. Donc je reviens donc vers Laetitia. Tu nous as donc parlé de cette action qui fait partie plutôt de ta partie patrimoine, on va dire. Donc par rapport aux restanques, donc le chantier de pierres sèches, concrètement en quoi ça consiste ? Alors en fait c'est une action qui a vraiment pour objectif de sensibiliser au patrimoine. Donc des restanques qui sont ces murets en pierre sèche qui tiennent les parcelles agricoles sur nos pentes escarpées. Et donc le projet c'était vraiment de sensibiliser un plus grand nombre à ce patrimoine-là, mais aussi à la technique de restauration, parce qu'on sait qu'il y en a aussi beaucoup dans les jardins de nos habitants. Et alors donc concrètement, c'est quoi l'objectif en fait de ce chantier, de ces chantiers ? C'est de vraiment partager une journée avec un murailler professionnel pour se former, pour s'initier à la technique de la pierre sèche et comprendre comment ça fonctionne pour restaurer un mur. Alors comment ça se passe ? Est-ce que c'est payant ? Alors c'est gratuit. On organise ça maintenant ça va faire la 3e année, donc depuis 2015.
on est un groupe de partenaires, donc avec la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement qu'on appelle le CAUE des Alpes-Maritimes. Donc on s'est mis en groupe, en partenariat, pour justement proposer une série d'une vingtaine d'ateliers, donc de chantiers pierre sèche sur une année, entre le mois, on va dire la fin avril et puis octobre, jusqu'en octobre avec une pause durant l'été parce qu'il fait trop chaud, pour justement offrir des chantiers pierre sèche gratuitement en plus grand nombre d'habitants. Oui, c'est-à-dire que comme c'est une initiation, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Comment ça se passe au niveau ? Alors, c'est pas ouvert aux enfants pour l'instant spécifiquement, donc, mais voilà, aux jeunes, aux adultes et aux plus âgés. Hommes et femmes sont les bienvenus pour découvrir cette technique. D'accord, très bien. Et donc, dans cette action, en fait, quel est le rôle du parc naturel régional ? Alors, on est vraiment coordinateur donc avec nos autres partenaires. Donc, on rentre en contact avec les communes. On fait un appel à manifestation d'intérêt chaque année pour trouver des communes qui seraient intéressées pour accueillir un chantier pierre sèche. Et après, on fait la publicité, la communication pour pouvoir trouver des participants. Et on les accompagne sur le terrain aussi lors de ces chantiers. D'accord, très bien. Et donc, c'est vrai que sur ces chantiers-là, tu nous as dit qu'il y avait 3 partenaires. Comment ça se passe entre eux ? Est-ce qu'ils se dispatchent un petit peu les chantiers ? Comment ça se passe ? Oui, c'est exactement ça. Comme on propose plus d'une vingtaine de chantiers, on va dire chaque année, chaque saison, on divise un peu les chantiers à organiser en fonction du territoire. Donc, par exemple, cette année, le territoire du parc organise 6 chantiers sur la partie nord du territoire du parc, donc plus sur la vallée de l'Estéron, pour laisser l'organisation sur les autres pays et les autres PCI. D'accord, très bien. Donc c'est vrai que les restants, que finalement dans le paysage des Préalpes d'Azur, c'est prépondérant, c'est quelque chose qui est là, quoi. Ça fait partie, on va dire, du territoire, et donc on va chercher peut-être à savoir pourquoi est-ce qu'on veut les préserver. Est-ce que c'était une décision vraiment unanime de la part de tous ces partenaires ? Est-ce que c'est aussi pour ça que le parc a... Oui, c'était vraiment une volonté partagée de valoriser ce type de patrimoine qui est vraiment identitaire de notre territoire. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup. Et par exemple, c'est un des éléments qu'on retrouve sur le logo de notre parc naturel régional, donc qui montre ce que c'est. Donc c'était vraiment valorisant et très intéressant d'avoir ce volet de développement-là. Et donc c'est un patrimoine très riche qui parle beaucoup à la fois sur la production agricole, mais aussi sur la biodiversité et sur la nature des paysages que l'on peut avoir chez nous. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que là, normalement, on a au téléphone Joël Sierra. Joël, bonsoir. Oui, tout à fait. Bonsoir. Donc vous êtes chargé de mission formation, chantier, école pour le Conseil d'architecture, urbanisme et environnement, donc le CAUE des Alpes-Maritimes, c'est bien ça ? Oui. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous résumer ce que c'est que le CAUE en quelques mots ? Oui, en quelques mots. Bon, le CAUE a été créé par une loi en 77. C'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement qui a un statut de service public et des missions qui sont informer, conseiller et former. Et moi, je suis chargé de mission sur la formation au CAUE des Alpes-Maritimes. Très bien. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter finalement les restants dans le paysage des Préalpes d'Azur ? Quelle est finalement leur utilisation, leur rôle, peut-être leur impact aussi dans ce paysage ? Oui, alors tout à fait. En plus, le législateur vient de donner une nouvelle orientation au CAUE, c'est le grand paysage. Donc le grand paysage dans les Alpes-Maritimes est caractérisé en dehors de la zone littorale par une succession de restanques. Les restanques étant le mur et la planche. C'est l'unité horizontale du paysage méditerranéen. La partie verticale étant l'écalade et la récupération de l'eau. La restanque, c'est un élément essentiel, surtout dans cette période où on a eu des inondations. C'est ce qui casse le fait que l'eau dévale la pente. Donc ça a été créé pour faire de l'agriculture, et aussi pour récupérer l'eau et casser ce rythme. Donc on a vu sur les inondations, les restants, c'est un patrimoine, elles n'ont pas été entretenues et on en paye les conséquences. Oui, donc aujourd'hui vous estimez vraiment que c'est un patrimoine représentatif de nos paysages et que donc elles ont réellement, ces restants, un rôle agricole à tenir ?
Alors le rôle agricole, il est certain. Quand elles ont été créées lorsque l'arrière-pays était un arrière-pays rural avec une population très dense, donc c'était la conquête de la terre, et les gens cultivaient sur ces planches. Alors on voit tout de suite quand on arrive sur une planche, si par exemple les oliviers sont plantés au milieu de la planche, eh ben c'est que la terre était mauvaise. Si les oliviers sont plantés en bordure, c'est que la terre était cultivée. Alors après, bien sûr, les différents types de cultures étaient effectués par rapport à l'eau. Près des rivières, c'était légumier, ou près des villages, quand il y avait l'eau arrivait, c'était une culture vivrière et de légumes. Et après, c'était des fruitiers ou du blé, dans les différents secteurs. Et donc pour vous, vraiment, qu'est-ce que représente cette action de chantier de restauration de Restanques ? Eh ben, disons que là, on est sur une prise de conscience que il y a des terres agricoles qui sont exploitables. En remettant ces planches en état, on recrée des petites unités qui peuvent accueillir des agriculteurs avec des surfaces non pas très étendues, mais pour certains types de cultures, il faut pas des grandes surfaces. Pour le safran, pour le mesclin, il faut 3000 mètres. Pour le safran, il faut 3-4 000 mètres. C'est largement suffisant pour en faire une culture et en vivre. Très bien. Vous avez des questions ? Oui, bonsoir Joël. Donc c'est Renaud du Conseil développement. Moi, j'aimerais vous demander quel est l'intérêt aujourd'hui à restaurer ces murs en pierre sèche et de le faire de la façon, je dirais pas ancestrale, mais voilà, en pierre sèche en tout cas, traditionnelle, sans utiliser de béton ou tout ce qu'on peut voir dans les premiers coteaux qui bordent le parc naturel régional, par exemple. Oui. Alors il y a plusieurs motivations. D'abord, ces Restanques, c'est un patrimoine. Ce sont les anciens qui les ont faits avec certaines techniques et certains ouvrages. Parce que dans les Restanques, on peut retrouver des puits, on peut retrouver des logements pour les ruches. Pourquoi les faire de façon traditionnelle? Bon, elles étaient faites à l'époque, on cultivait, on récupérait les pierres et on montait les murs. Bon, pourquoi ne pas continuer? D'abord, c'est un lieu de vie pour tout ce qui est site Natura 2000. Ces murs sont un lieu de vie d'une certaine faune qui est souvent en voie de disparition. Deuxième chose, c'est que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On a une technique qui est simple, qui est à la portée de une grande partie de la population. Il faut simplement acquérir les quelques bases, puis après s'entraîner. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, Joël Sira. On vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Eh ben, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, donc c'est vrai que les chantiers de restauration de Restanques, on voit que c'est bon pour tout le monde, puis peut-être aussi pour les communes. Laetitia, c'est vrai que vous avez fait des actions dans les communes pour le bien commun, finalement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est vraiment ça aussi l'essentiel de ce partenariat et de ce travail de chantier, c'est qu'on intervient sur des espaces communaux et on fait un appel à manifestation des communes, c'est-à-dire que c'est les communes qui nous disent moi j'ai un besoin parce que il faut restaurer le muret à l'entrée de mon village ou on est en train de réinstaller des agriculteurs sur une oliveraie et donc on voudrait pouvoir restaurer ces restants qui sont là. Donc on essaye vraiment d'apporter une réponse qui est par le bien de la formation et de l'initiation au plus grand nombre à des besoins communaux dans une idée de bien commun, une préservation et aussi de transmission de ces savoir-faire. Et ce vraiment sur toutes les communes du territoire, qu'on soit bien d'accord. Ça... Oui, c'est ça. Comme c'est un partenariat entre le Pays de Grasse, la communauté aussi de Sophia Antipolis, c'est un partenariat qui sort vraiment aussi du territoire du parc. Donc on a les 45 communes du parc qui peuvent solliciter un chantier Restanques, mais il y a aussi des communes qui sont sur les autres intercommunalités qui peuvent bénéficier de ces chantiers, c'est ce qui fait l'intérêt aussi. D'accord, très bien. Et alors avec nous là au téléphone, qui avons-nous si je peux te demander. On a la chance d'avoir une adjointe de la commune de La Penne, dans le nord du territoire du parc national, du parc régional pour le coup,
et qui est aussi notre délégué. Donc, au sein du parc régional, nous avons des délégués qui se font la liaison avec les communes, et donc c'est Valérie qui est avec nous. Très bien, Valérie, vous nous entendez ? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais savoir, Valérie, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de la commune de La Penne, où est-ce que ça se situe ? Quelle est cette commune, finalement ? Alors, c'est une très jolie commune. Nous sommes en fait situés un petit peu au-dessus de Puget-Théniers. Il faut compter à peu près un quart d'heure depuis Puget-Théniers pour monter. C'est un panorama exceptionnel. On se croirait presque en Suisse. Et nous avons un parcours exceptionnel, un GR 510 superbe, vraiment à faire, à voir. Très bien. Et alors c'est vrai que cette commune, donc La Penne, a répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour l'organisation d'un chantier en septembre 2016. Oui. Alors pourquoi est-ce que, selon vous, ça vous a paru intéressant pour votre commune ? Écoutez, moi, j'ai eu un parcours un petit peu particulier. J'étais restauratrice d'objets d'art, donc tout ce qui est patrimoine, ça m'intéresse. Et je fais beaucoup de randonnées également. Et puis j'ai repéré certains lieux avec des murs. Je trouvais ça formidable. Je trouvais que le travail était intéressant. Et avec Madame le maire et les autres adjoints et conseillers, on a eu envie de faire venir le parc qui nous proposait justement cette action de restauration de patrimoine. Et moi, j'ai eu envie donc de vivre cette aventure. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à cette journée qui était exceptionnelle. Et voilà, on a partagé avec d'autres personnes. C'était une expérience difficile en même temps, mais fabuleuse. D'accord. Alors, en fait, où est-ce que ça a eu lieu précisément ? Alors précisément, c'est un village, c'est plutôt un hameau qui se situe à Besseuges. Oui. Donc c'est environ, en voiture, vous mettez 10 minutes pour accéder à Besseuges. Un petit hameau perdu, on voit les moutons, une superbe vue. Et là, vous avez le GR 510. Donc ce GR, il va jusqu'en Italie. Si vous situez un petit peu, il part du bord de mer jusqu'en Italie. Il traverse beaucoup de communes. Et donc j'avais eu l'occasion en faisant ce parcours, de voir ce site. Et par contre, il était très abîmé. C'est vrai qu'on a repéré ce lieu par endroits. C'était vraiment un désastre. Donc il fallait une participation active pour le restaurer. Et donc on a réussi quand même à faire quelque chose d'intéressant. D'accord, donc le résultat est plutôt bon, on va dire. Le résultat est bon, mais je peux vous dire qu'on était une équipe, on n'a pas chômé, on a œuvré, et c'était très complexe quand même, parce que on s'aperçoit que c'est un métier. Tailleur de pierre, ça s'improvise pas. Il faut calculer, il faut voir les angles de pierre. Il a fallu porter des énormes pierres. C'est quand même un vrai travail, on va dire, travail d'homme. Et on était toute une équipe de filles. Alors c'était ça qui était intéressant aussi. On était plus de filles que d'hommes. Oui, c'est intéressant aussi à voir. Et est-ce que justement vous inciteriez finalement d'autres communes à réaliser cette même action ? Oui, j'encourage bien entendu fortement. Moi, je trouve que après c'est vrai que ça demande un peu de temps, un petit peu de matériel. Puis on a eu un intervenant qui était très très bien, donc qui nous a bien appris, qui nous a fait une partie théorique avant de passer à la pratique. C'est vrai qu'on avait pas mal de théorie, donc c'était important pour savoir placer les pierres, parce que ça se fait pas comme ça, c'est pas du hasard. Donc oui, j'encourage les communes à de plus en plus, on a tellement de patrimoine ici, ça se détériore. Les animaux, si vous voulez, ce sont des passages pour les animaux, et souvent c'est détérioré. Donc oui, j'encourage toutes les communes à faire ça. Et puis même, je serais partante pour refaire l'expérience. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage, Valérie, et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bien, écoutez, on va peut-être laisser place aux infos. Oui, je pense qu'on peut laisser les infos, et on a entendu dans les deux interventions le mot simple et puis le mot complexe en même temps, et je pense que Renaud Doxy, qui sera notre invité après la pause, nous clarifiera
un petit peu la technique de ces murs. Restez avec nous. Vous écoutez Agora Côte d'Azur. De retour dans les chroniques du parc, toujours en présence de Manon Badard, volontaire en service civique au Conseil de développement du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, avec Laetitia Masclé, chargée de mission patrimoine et signalétique au parc naturel régional, et Renaud Doxy, qui est donc murailler. Et nous parlons ce soir de la pierre sèche, des restanques, de nos fameuses restanques qui parsèment le territoire du parc naturel régional, et dont le parc, avec différents partenaires, a engagé la restauration et des chantiers de restauration avec les habitants et les communes du territoire et des territoires même alentours, puisqu'on a entendu tout à l'heure que 80 communes sont concernées, de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, de la communauté de communes Alpes d'Azur et de la métropole Nice-Côte d'Azur. Cette deuxième partie va être consacrée à la technique de la pierre sèche, donc avec Renaud Doxy qui est murailler. Merci Renaud d'être présent. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous décrire un petit peu le métier de murailler, en quoi ça consiste ? Alors, en quoi ça consiste ? Donc, le métier de murailler aujourd'hui, donc ça tend à se professionnaliser de plus en plus, la pratique de la pierre sèche. On a vu notamment en 2010 l'homologation du CQP, donc certificat de qualification professionnelle de niveau 2. D'accord. Alors, en 2010 également, ça a été reconnu comme métier d'art par le ministère de la Culture. Et on a eu en 2014 l'homologation du CQP niveau 3. Donc plus poussé dans la technique. Voilà, donc ces certifications, c'est une bonne chose pour la pratique, parce que c'est une certaine reconnaissance du métier. D'accord, donc il y a des formations qui amènent au métier de murailler ? Il y a des formations. Alors aujourd'hui, pour pratiquer, pour être professionnel, on n'a pas encore besoin de ces certificats. D'accord. Mais je pense que dans les années à venir, ça viendra, parce qu'on voit notamment dans les marchés publics, ils commencent à demander de plus en plus ces fameux CQP. Et puis on a également, maintenant il y a quelques assurances qui peuvent assurer en décennale, donc qui commencent à demander également ce CQP. Donc je pense que, ça c'est mon avis personnel, mais ça deviendra dans les années à venir obligatoire. D'accord, et donc comment vous intervenez sur ces murs-là ? Vous conseillez les gens, vous les informez, vous les formez ? Dans le cadre de ces journées ? Pas forcément dans le cadre des journées du parc, dans le cadre du métier en général de murailler. Si vous nous décrivez votre activité de façon générale, hors ces formations qui sont faites par le parc et les partenaires. Donc, c'est plus un travail d'artisan en fait. Je dis nous parce qu'on est plusieurs à faire ce métier quand même. On intervient essentiellement dans le cadre de rénovation, de temps en temps de création. Mais voilà, c'est en tant qu'artisan, donc on va conseiller les clients. Mais on est là avant tout pour réaliser un ouvrage. D'accord. D'accord, donc c'est vous qui montez le mur. C'est nous, voilà. C'est moi oui. et d'autres qui montent le mur. Bien sûr, s'il faut être aidé. Est-ce que vous pouvez nous parler de la technique, de comment on fait en essayant d'imager ça pour les auditeurs qui puissent imaginer comment ça fonctionne à mur. Moi, je suis la génération Tetris, alors ça parlera peut-être à quelques-uns. C'est en quelque sorte un gros Tetris en 3D. Avec, il faut pas appuyer sur des boutons, il faut soulever les pierres, il y a des techniques de taille de pierre. Finalement, c'est un calage, toutes les pierres sont auto-bloquées. Et, il faut respecter le fruit du mur, il faut respecter quelques règles qui permettent le soutènement de la terrasse. D'accord, le fruit de mur, le fruit du mur, c'est l'inclinaison, mais ça c'est valable également pour quel que soit le mur de soutènement. Ok. Et donc sur la technique, comment ça se compose ? J'imagine que ça n'est pas juste un tas de pierres posées les unes sur les autres qui soutiennent un talus. C'est un peu plus compliqué. Non, un mur, parce qu'on va parler des murs de soutènement. Après, il existe quand même d'autres ouvrages en pierre sèche. Mais le mur de soutènement, c'est on va dire 80% de l'activité de murailler. Enfin, en tout cas, sur le territoire. C'est finalement un cadre de grosses pierres. Donc on va mettre des grosses pierres en soutènement, des grosses pierres sur les côtés et des grosses pierres sur le couronnement. Et au milieu de tout ça, c'est comme je disais, c'est un puzzle de pierres. Alors
on travaille avec la pierre locale, donc elle va être plus ou moins grosse en fonction du chantier. Et tout est auto-bloqué. Donc, on va chercher à ce que chaque pierre ait une bonne assise. Et chaque pierre va être bloquée entre elles avec un calage qui va venir par derrière. Un travail de taille pour justement travailler les appuis et travailler les joints. Après, il y a un côté esthétique qui rentre en compte, mais bon. On va d'abord chercher la solidité du mur. Voilà. Après, bon, il faut la technique en elle-même est pas très compliquée à comprendre, le principe. Par contre, c'est vraiment la pratique qui va faire qu'on perfectionne cette. D'accord. Et vous faites tout ça à proximité du mur, voilà, enfin la taille des pierres, la recherche des pierres même, ou vous faites venir des choses parfois. Souvent, on a quand on fait une rénovation, on a un parti démontage du mur. Donc, on va récolter les pierres, on va trier les pierres. On va prendre les pierres de parement, donc le parement c'est la face visible, et on va trier le drain en fonction de sa taille. D'accord. Mais il y a la plupart du temps un apport en pierres nécessaire. Donc là, avant, les gens récoltaient les pierres qui étaient sur place. Maintenant, on travaille un peu différemment. On travaille avec des carrières, on travaille avec des terrassiers. Donc on fait un peu voyager la pierre, chose qui se faisait pas trop avant, quoi. D'accord. Et donc là, sur le territoire du parc et des agglomérations alentours, vous animez des journées de formation à destination de tout à chacun, public majeur quand même, voilà, parce que ça nécessite une certaine force, on va dire quand même, et puis des questions d'assurance, j'imagine aussi. Comment ça se déroule une journée de formation que vous animez? Alors, moi personnellement, je préfère parler d'initiation plus que formation, okay. Parce qu'une journée, on n'a pas le temps d'acquérir, je pense, toutes les clés. Donc ces journées, ça se déroule en deux temps. On a un premier temps, un apport théorique, dans lequel on va présenter un peu l'historique de la pierre sèche. On va présenter les différents ouvrages qu'on va pouvoir trouver, donc les murs de soutènement, les fameuses bories, tous les ouvrages pour la gestion de l'eau, ce genre de choses. On va parler des problèmes qu'on va trouver, donc de l'entretien d'un mur, notamment des problèmes liés aux végétaux ou au drain qui est bouché, et donc des dégâts créés par les eaux. On va parler de l'organisation du chantier. Donc là, on rentre un peu plus dans la technique, comment on va démonter un mur, organiser ses espaces de travail. On va présenter également les postures pour éviter de se blesser, parce que comme on l'a dit, c'est une pratique qui est quand même assez physique. Oui. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va présenter comment bâtir et comment tailler les pierres. D'accord. Et après, place aux participants. À la pratique ensuite. Voilà. Et donc, ils le font sur des murs qui ont besoin d'être restaurés. Donc, l'idée, voilà, c'est de faire une rénovation, parce que c'est quand même la majorité des interventions. Donc, on va voir le démontage, avec le tri des pierres, comme je disais, et le remontage. L'idée étant de finir l'ouvrage à la fin de la journée, histoire de voir toutes les étapes de tout le processus, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a vous prenez des contacts ces jours d'initiation avec des gens qui vous rappellent ensuite pour dire voilà, moi j'ai essayé de le faire chez moi ou dans ma commune. Alors, je pense qu'il n'y a peut-être pas de majeure partie, mais il y a énormément de monde qui participe à ces chantiers, qui ont pour idée de restaurer leurs restants qu'ils ont sur leur terrain. Oui. Donc après, certains se lancent, donc on garde le contact parce que pour donner des conseils s'ils ont besoin. Et parfois, d'autres nous demandent des devis, quoi. Donc, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même un travail assez conséquent et ils se sentent pas forcément prêts à attaquer ce travail, quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une question supplémentaire ? C'est très complet, quand même. C'est vrai que... Moi, je peux peut-être rajouter que donc ça fait la 3e année que Renaud nous accompagne sur ces chantiers d'initiation à la pierre sèche, mais qu'il est aussi accompagné, où il travaille aussi avec Gilles Godefroy, qui est l'autre murailler qui travaille pour nous sur ces chantiers d'initiation et que vous pouvez voir sur le terrain au pied des murs. Donc lui qui a plutôt fait, par exemple, le chantier à La Peine, dont on vient d'avoir la déléguée, l'élu. Exactement. Très bien. Après, il y a peut-être une spécificité cette année, c'est qu'on propose des ouvrages un peu plus techniques, vu que c'est la 3e année, avec notamment des escaliers ou des reprises d'angle. Donc là, c'est vrai que ça peut être intéressant pour les personnes qui ont déjà quelques bases de s'inscrire sur ces dates-là s'ils sont intéressés.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ce sera dit. Peut-être on pourra les redonner tout à l'heure. Alors c'est vrai que là au téléphone on a Nathalie Cornu qui est une participante du chantier de pierre sèche dont on a parlé tout à l'heure, donc de septembre 2016 dernier. Donc Nathalie, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors donc je voulais savoir donc quand est-ce que vous avez participé donc à ce chantier et pourquoi en fait vous avez participé à ce chantier de rénovation? Alors, pardon. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Moi, j'ai un bruit un peu bizarre dans le téléphone. Donc en fait, moi j'ai participé au chantier qui a eu lieu à La Penne, au quartier dit de Besseuges, à La Penne, en septembre 2016. Oui. On était encadré par Gilles Godefroy et en fait ça m'a intéressée. Bon, déjà j'étais très contente de pouvoir participer à ce chantier parce que je ne suis pas résidente d'une commune du PNR. Je suis juste une commune limitrophe, puis j'étais J'étais contente de malgré tout pouvoir y participer. Et par ailleurs j'ai été bâtisseur au château de Guédelon en Bourgogne, et en fait on avait partagé ça, cette journée on l'a partagé avec une amie avec laquelle j'avais été justement bâtisseur à Guédelon, et ça nous intéresse beaucoup toutes les deux d'apprendre en faisant, de travailler la pierre. Là c'est une particularité du territoire de montagne d'avoir des murs en pierre, donc nous ça nous a beaucoup plu pour cette raison-là, voilà. Alors si je peux me permettre, comment vous avez été au courant justement de cette journée? Excusez-moi. Je suis en relation avec le PNR par ailleurs et je m'intéresse à ce qui se fait sur mon territoire. Donc j'ai eu l'information dans la boîte mail et je me suis inscrite de cette manière-là, voilà. D'accord, très bien. Et donc en fait, qu'est-ce que vous avez clairement pensé du déroulé de la journée? Qu'est-ce que vous en avez retenu finalement? J'ai trouvé ça très chouette. Bon, d'abord, le fait de partager avec des personnes, il y avait même des personnes avec qui j'ai fait connaissance, mais il y a des personnes que je connaissais, que j'ai retrouvées là. On avait un professionnel qui nous encadrait. Je pense que c'était un monsieur Godefroy, je crois, Gilles Godefroy, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Voilà, qui nous a donné qui nous a fait une petite séance théorique, en fait, avant qu'on attaque le travail, et nous a surtout appris à observer. Donc, tous ensemble, on a pu observer, décider ensemble comment on allait s'y prendre. Enfin, il nous a vraiment laissé imaginer comment les choses pourraient se passer. Et puis, il nous guidait au fur et à mesure qu'on avançait. On s'est répartis en 2 groupes. Je sais plus, on était assez nombreux. Il y avait 2 endroits où le mur était très abîmé. Donc, en fait, on a dû démolir une partie de ce mur pour le reconstruire en mieux. Donc on a enlevé les pierres, on les a triées, après on les a choisies, il fallait les positionner. Enfin voilà, on a retravaillé le sol, on a taillé, on a déblayé aussi le sol pour pouvoir y mettre les pierres, etc. Donc non, c'était vraiment très intéressant. Et alors donc au niveau de la technique, comment vous avez appréhendé justement les techniques enseignées par le murailler avec qui vous étiez? On a simplement on a imaginé les choses, on a imaginé comment ça pourrait être. On était plutôt, les personnes qui ne s'y connaissent pas, disons, étaient plutôt partantes de récupérer le mur tel qu'il était, et en fait lui nous a bien fait comprendre que un mur qui n'est pas bien bâti de bout en bout ne va pas tenir le chemin, puisqu'il y avait un chemin au-dessus de ce petit muret. Et donc il nous a fait enlever des pierres, enlever aussi parce qu'il y a la végétation qui avait repris le dessus à certains endroits, là où les pierres s'étaient écroulées. Donc on a dû arracher de la végétation, des épines. On a fait un peu de débroussaillage finalement avant d'enlever les parties du mur qui étaient abîmées et pour les remettre. Mais c'est vrai que c'est pas d'emblée évident. Après, le fait de faire et de se mettre en œuvre pour ça, on se rend compte qu'en effet c'était nécessaire, mais ça paraît pas évident, surtout que, je sais pas si vous imaginez la taille et le poids des pierres, donc on imagine, on n'a pas forcément envie d'emblée de retirer tout ce poids-là du mur, et en fait c'est comme ça que c'est le mieux, puisque en enlevant et en refaisant, le mur est beaucoup plus solide. D'accord, mais donc c'est pour conclure, on va dire que c'est une bonne expérience pour vous?
Ah oui, c'est une bonne expérience. Oui, je sais pas si j'aurai l'occasion de refaire ça, mais c'est une bonne expérience parce que des murs de ce style-là, on en a dans la plupart des terrains, même des jardins, et donc je trouve que c'était très intéressant d'avoir pu appréhender la manière dont on s'y prend. Et puis le côté apprendre en faisant, le côté pratique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc un peu frustré parce que au cours de la journée, on a eu un gros orage. On a pu quand même pique-niquer tous ensemble, mais on a eu un orage dans l'après-midi assez rapidement, donc on n'a pas terminé comme on aurait aimé. On a absolument voulu finir une partie du mur commencée, mais on l'a pas terminé au mieux de ce qu'on aurait pu faire si on avait eu 2 ou 3 heures de plus. Mais voilà, c'était une bonne journée. On était très contentes toutes les deux, et je pense que tout le groupe était content d'ailleurs. Eh bien, c'est parfait. On vous remercie vraiment pour votre témoignage, Nathalie Cornu. À très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Maintenant, si on peut peut-être terminer sur une petite note au niveau de l'agenda, Renaud, Laetitia, je vous en prie. Oui, Laetitia, tu peux peut-être déjà rappeler un petit peu le programme de ces futurs chantiers là, de la programmation 2017 ? Oui, alors on a une 20aine de chantiers et vous pouvez aller consulter sur les sites internet du parc et de ses partenaires pour retrouver l'ensemble des possibilités et des dates. Il y en a partout sur le territoire. Renaud l'a précisé aussi, l'innovation de cette année, c'est qu'on a essayé de mettre un petit peu de difficulté ou au moins d'autres thématiques. Donc il y a des murs, mais vous pouvez aussi venir vous former pour faire un escalier ou un angle. L'ensemble des documents, des programmes sont téléchargeables sur le site pour pouvoir vous inscrire. Vous trouverez également un petit film et un guide qui peuvent vous donner des premières informations et vous donner envie de venir participer. En sachant que les prochaines dates, vous avez comme possibilité le 6 mai à Ondon, le 13 mai à Cuibris, le 20 mai à Opio et encore beaucoup d'autres jusqu'au 21 octobre. D'accord, et donc c'est sur inscription, il faut vraiment s'inscrire avant. Oui, il faut vraiment s'inscrire parce que pour la qualité de la formation, on prend que 12 participants par chantier. Mais il y a assez de dates pour pouvoir satisfaire tout le monde. D'accord, et toutes les consignes sont inscrites sur cette feuille-là, les consignes de sécurité, les consignes pour les participants Oui, et le déroulé de la journée, vous allez trouver toutes les informations sur le programme. Peut-être concernant les chantiers un petit peu plus complexes dont nous a parlé Renaud, ce serait peut-être quelle date on sait par rapport aux escaliers, aux choses un petit peu plus... Alors, par exemple, le 6 mai, ce sera un mur normal, mais à Antibes, le 3 juin, par exemple, ce sera un escalier. Et il y a eu un atelier qui a eu lieu, c'était le 29 avril, pour faire un angle. Et peut-être un autre escalier à Biot le 21 octobre. Très bien, merci beaucoup. Super, donc vous avez toutes les informations sur le site du parc naturel régional www.pnr-préalpes-d'azur.fr. En ce qui concerne les autres événements du parc en cette fin d'émission, je vous rappelle que le 13 mai, grosse journée puisqu'il y a un rendez-vous du parc de découverte botanique, rendez-vous au Plan des Noves Col de Vence à 9h30 pour apprendre les fleurs sauvages. Le 13 mai également, formation aux veilleurs du paysage à Cabris à 9h30. Donc là, c'est pour former des photographes pour le futur observateur photographique des paysages. Le 17 mai, une rando sensorielle à Pierrefeu, rendez-vous à 14h. Et enfin, le programme des Nocturnes du Parc, le 23 mai et le 9 juin, avec 2 soirées à 21h. La première à Saint-Vallier, le 23 mai, la deuxième à Gillette, le 9 juin, avec au programme toujours observation des étoiles, bien entendu, s'il fait beau et s'il n'y a pas trop de nuages. Il reste à vous remercier, à vous rappeler les pages Facebook du Conseil développement et du Parc naturel régional, les sites internet du Parc et du Conseil de développement à consulter pour toutes les prochaines dates. Et il nous reste à remercier. Merci Manon pour l'animation. Merci Laetitia pour ta présence et l'organisation de l'émission. Merci Renaud pour votre présence et merci à tous les invités qu'on a eus en ligne. Et merci à tous pour votre écoute. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain sur Agora Côte d'Azur. Bonne soirée, merci.